Bon, je pense qu'on va essayer de continuer avec un nouveau chapitre. Et le chapitre numéro 6 cette fois-ci. Calcul intégral et équation différentielle. Normalement, ça devait être des chapitres, hein. Calcul intégral à part, puis équation différentielle à part. Mais on a combiné les deux pour faire un seul chapitre. OK? Donc, et peut-être on va faire au moins des vidéos sur ce chapitre avant de continuer. OK? Donc, calcul intégral et équation différentielle. Donc, j'ai divisé le chapitre en deux grandes parties. Donc, la première grande partie concernant les calculs intégraux et la deuxième partie des équations différentielles. OK? Donc, cette vidéo, on va essayer de couvrir eh, la première partie, calcul intégral. Ça va être un peu long. Voilà. Ça va être un peu long parce que la grande partie, la première partie, là, même elle-même, est assez longue. OK? On va prendre assez d'exemples pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, allons-y avec la première partie, intégrale d'une fonction continue sur un intervalle R. Donc, pour comprendre ça, il faut être vraiment bien loti en primitive. Dérivée et primitive d'une fonction, vous connaissez. Donc, vous devez connaître, vous devez maîtriser les primitives des fonctions. Comment on obtient primitive des fonctions, OK? Si vous maîtrisez les primitives, je pense que ce chapitre-là ne sera pas trop compliqué pour vous. Donc, intégrale d'une fonction continue sur un intervalle fermé. OK? Donc, définition et notation. Ignorez ça là d'abord. On dit soit I un intervalle de R, F une fonction numérique définie et continue sur I. On prend maintenant A, B, D réels sur I, sur notre intervalle. OK? Si je prends les réels grand F, il faut faire la différence ici entre la fonction petit f ici, en minuscule, et grand F ici. C'est pas la même chose. OK? Donc, grand F de B moins grand F de A. Rappelez-vous que A et B là sont des réels de notre intervalle I. OK? Maintenant, le grand F là est une primitive quelconque. Parce qu'on vous a dit qu'il y a plusieurs primitives à une constante près. Vous faites une primitive. À chaque fois que vous ajoutez une constante, vous changez la constante, ça donne une autre primitive. OK? Tant qu'il n'y a pas de condition initiale donnée, vous pouvez avoir une infinité de primitives. Donc, on va choisir une primitive et une primitive de la fonction petit f ici. On a appelé ici grand F. OK? Donc, le grand F là est une primitive quelconque de petit f sur l'intervalle I. OK? Le fait de faire grand F de B moins grand F de A, ça là, ça s'appelle intégrale de A à B de f de x dx. Donc, si vous avez compris ça, tout le reste de cette partie-là ne sera pas compliqué pour vous. Intégrale d'une fonction. On a une fonction, ça doit être continu hein, sur un intervalle fermé. Intégrale d'une fonction f, la fonction f est là. Si on vous demande l'intégrale, comme vous avez remarqué, c'est toujours entre deux points. OK? A et B. Intégrale entre deux points. Toujours. Donc, si on vous demande intégrale de cette fonction-là, à prendre entre petit a et petit b, c'est comme si on vous demandait de faire l'image, de chercher l'image de b par la primitive de la fonction f,
image de A par la primitive de la fonction f. Et faire maintenant ces images-là, faire la soustraction. F de B moins F de A. La primitive, image de B par la primitive, moins image de A par la primitive. OK? Vous voyez un peu l'ordre est inversé, hein? Parce que là, vous voulez faire l'intégrale de A à B. De A à B. Donc, vous faites primitive grand F de B moins grand F de A. C'est tout. Donc, ça s'appelle intégrale de A à B de f de x dx. Il faudra ajouter dx là. C'est pour dire dérivée de x. OK? Et il y a une notation. Au lieu de noter comme ça, f de b moins f de a comme ça là, voici comment on note ça. Ce symbole-là, ça veut dire intégrale. Vous allez voir tout de suite que c'est juste une somme en fait. Intégrale de a, c'est comme si vous additionnez de a jusqu'à b. Mais tout ça là, on va revenir sur ça après. Donc, voici ce symbole qui est le symbole clé de ce chapitre, de cette partie du chapitre. A à B. Vous voyez ici, A est plus petit que B. Donc, A est en bas ici, B est en haut. Il faudra faire attention. Et le B, donc, c'est le B, F de B moins F de A. Primitive. OK? F de X, dx. Voici la notation. Donc, désormais, si vous voyez quelque chose comme ça, comme vous le voyez ici d'ailleurs, la définition est toute donnée ici. F intégrale de A à B, F de X dx, comment ça s'écrit? Intégrale de A à B de F de X dx. Ou encore, comme je vous disais tout de suite, c'est une somme, c'est juste une somme. Somme de A à B de F de X dx. Voilà, A et B étant des éléments de notre intervalle I. Bon, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. OK? Donc, on peut y progresser sans souci. Donc, on dit remarque ici. Donc, on dit l'existence des primitives de f sur l'intervalle I là, est justifiée par la continuité de f. Donc, vous avez bien vu le titre, intégrale d'une fonction continue sur un intervalle. Il faut que la fonction f, petit f, là, soit continue. OK? Voilà. Donc, si elle est continue, on peut garantir qu'il y a une primitive. OK? Donc, si grand F et grand G sont des primitives de f, parce qu'on vous a dit qu'une fonction peut avoir une infinité de primitives à une constante près. OK? Donc, ça veut dire qu'on peut écrire que G et F là, la seule différence entre eux, c'est une constante. OK? On peut écrire G égale à F plus K, une constante donnée. Ça, c'est possible. Si vous voulez, vous pouvez écrire aussi F égale à G plus K. C'est la même chose. Parce que le plus, les K là peut être positif comme négatif. Ou bien, voilà. Donc, si vous faites G, grand G de B moins grand G de A, pour ne pas dire intégrale, de A à B, ça correspond à faire, vous voyez G ici, on remplace par ça. Ça va faire donc FB plus K moins FA plus K entre parenthèses. OK? Donc, vous allez voir que les K là vont partir. Donc, du coup, vous allez voir que ça revient à dire FB moins FA. Tout ça pour dire que GB moins GA égale à FB moins FA. Tout ça pour dire encore que, quelle qu'en soit la, la primitive que vous prenez, si vous faites l'intégrale, ça va être pareil. Parce qu'il y a plusieurs primitives. Une fonction peut avoir plusieurs primitives. Prenez une des primitives et vous allez voir que
l'intégrale là ne change pas. Vous voyez ici, le cas là n'a pas fait de différence. Le cas là n'a rien apporté du tout. Si vous prenez f, vous faites la primitive, vous allez trouver que c'est la même chose que si vous prenez g pour faire la, j'ai dit primitive, pour faire l'intégrale, pardon. Si vous prenez f pour faire l'intégrale, c'est la même chose que si vous prenez g pour faire l'intégrale. OK? Donc, si f et g sont des primitives de f, petit f, sur un intervalle i, alors g de b moins g de a est égal à f de b moins f de a. Donc, il n'y a pas de différence. Quelle qu'en soit la primitive que vous prenez, vous utilisez pour voir votre intégrale, ça marche. Est-ce que vous comprenez d'abord qu'une fonction f peut avoir plusieurs primitives? OK? Juste en faisant plus k, la différence est juste un réel k donné. Donc, dans la notation, on vous a donné ce symbole-là. OK? C'est f tiré ou bien, voilà, ce symbole-là. Dans cette notation, veut dire intégrale de a à b de f de x dx là, on peut remplacer les x par toute autre lettre, sauf a, b, d et f. OK? Les x là, je peux dire par exemple f de t dt. OK? F de quelque chose. Si vous mettez t ici, vous allez mettre t ici aussi. Donc, on vous dit que pour des raisons pratiques, au lieu de noter comme ça, f b moins f a, on va juste, donc au lieu de noter f b moins f a comme ça, on peut mettre juste le f de x là entre crochets, et puis mettre toujours, il faut voir le plus petit en bas et le plus grand en haut. OK? Parce que a est plus petit, a est inférieur à b. Donc, vous mettez les crochets comme ça, puis la fonction primitive là. OK? Attention, hein, c'est pas petit f qu'il faut mettre. C'est la primitive de f qu'il faut mettre. Et puis mettre A et puis B. On va appeler ça des bornes, par exemple. OK? Donc, désormais, que ce soit cette notation ou cette notation ou cette notation, si vous voyez, quelque part, ça veut dire intégrale. Intégrale de A à B, de f de x dx. OK? C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, je pense que définition et notation, c'est assez clair pour vous. Donc là, ici, là, c'est quelque chose de très important. Pas oublier. Quelle qu'en soit la primitive de la fonction que vous prenez et que vous utilisez, ça sera pareil. Et là, c'est très important aussi. Il faut retenir que cette notation, généralement, on n'utilise pas trop celle-là. OK? Donc, si vous trouvez, au début, vous posez ça, et il faut aller chercher la primitive. La difficulté des fonctions, de trouver une intégrale, c'est trouver la primitive, ou bien trouver une primitive. Une fois que vous trouvez une primitive, c'est fini. Le reste, c'est juste pour faire des choses. Image, calculer image, ou faire la soustraction. C'est pas compliqué, ça. Donc,
primitive, dérivée, primitive, la relation entre dérivée primitive qu'on a vu dans les chapitres précédents, là. Il faut maîtriser ça. C'est important. Voilà. OK? Donc, si on a ça, on peut progresser facilement. Je remets juste la notation là ici, définition là ici, parce qu'on va utiliser ça toujours. OK? On va prendre exemple. Donc, si on vous demande d'intégrer ça, intégrale de 1 à 3, de x au cube dx, où est votre fonction f là ici? La fonction f là est où? Ici. C'est x au cube. Donc, il faut, toute la difficulté repose sur comment trouver la primitive, une primitive de la fonction x au cube. Si vous arrivez à trouver, mais c'est fini. Vous voyez ici, au lieu de dire x, là, on est parti à t. Sinus de t, dt. Donc, quelle est la primitive? Trouver une primitive de sinus de t. Si vous arrivez à trouver une primitive de sinus de t, vous prenez juste cette primitive-là, comme ça. Les bornes, c'est 0 et pi tiers. Le reste, c'est juste trouver, calculer les images et puis faire une soustraction. Il n'y a pas plus simple que ça. Primitive de la fonction expo. On vient juste de terminer les chapitres sur expo. Dérivé de expo, c'est expo lui-même. Donc ici, là, c'est cadeau. Primitive de la fonction 1 sur x. Donc, une fois que vous arrivez à trouver, vous appliquez seulement juste cette formule. Okay? La primitive, calculez les images des bornes là, puis vous faites la soustraction avec la primitive. OK? Donc, x, la formule générale dit quoi? X à la puissance n. OK? X à la puissance n là. Dérivé de ça. Et primitive de x à la puissance n, c'est ça. X à la puissance n plus 1 sur 1 sur x et sur n plus 1. Ça, c'est la primitive plus une constante. Ou bien, la constante maintenant, ça peut être 0, ça peut être tout ce que vous voulez. 1, 2, mais on vous a dit ici, la constante, ça n'a pas d'importance du tout. Ça n'a même pas d'importance. La primitive de f de x à la puissance n, c'est ça. Maintenant, remplacez votre puissance par... Là, j'ai donné la formule générale. Quand on a vu les dérivées, les primitives, là, on avait parlé de ça. Je n'ai pas le temps pour retourner en arrière pour montrer ça, mais je pense que vous vous rappelez. J'ose croire que vous vous rappelez qu'on a parlé de ça. OK? Donc, une fois que vous avez trouvé ça, c'est simple. Dans notre cas, x à la puissance, donc la dérivée et la primitive, une primitive, on peut dire la primitive, hein, de x au cube, ça fait 1 quart x à la puissance 4 plus une constante c. Donc, une fois que vous avez le grand f, la primitive, les bornes, c'est 1 et 3. Il n'y a pas plus simple. Pour la suite, c'est facile. Vous voyez, non? Donc, vous dites que l'intégrale, là, ça, intégrale de... J'ai oublié les bornes ici, hein, mais je pense que vous comprenez. De 1 à 3 de ça, là, ça va faire, donc, vous mettez en crochet cette notation-là. F, le grand F, comme ça. Et on a trouvé le grand F. La difficulté, c'est juste pour trouver une primitive. Une fois que vous avez une primitive, c'est facile. Donc, la primitive qu'on a pris ici, c'est qu'on a considéré C là égale à 0. Parce que plus vous changez de C, vous avez d'autres primitives. C égale à 1, une autre primitive. C égale à 20, c'est une autre primitive. C égale à 0. Pourquoi se fatiguer prendre une valeur de C? Vu que, quelle qu'en soit la primitive que vous prenez, ça donne la même chose. On vient de le démontrer. Que ce soit F ou G, si F est une primitive, G est une primitive, quelle qu'en soit la primitive que vous prenez, ça marche. Donc, pourquoi on va se fatiguer à aller chercher une valeur quelconque de C? On n'a pas besoin.
C égale à 0, ça nous suffit. C est un réel. On a besoin juste de celle-là, cette primitive. Voilà, on prend ça entre les bornes, prendre entre 1 et puis 3. Voilà, le A c'est 1, le B c'est 3. OK. Donc c'est comme si maintenant vous calculez image de 3 en utilisant cette fonction qui est là, moins image de 1 en utilisant cette fonction qui est là. OK. Honnêtement, je pense que c'est très simple. Donc, image de 3, ça va faire quoi? 1 quart, on remplace les x par 3, ça va faire 3 à la puissance 4. OK? Moins image de 1, donc on remplace les x là par 1. OK? 1 quart, 1 à la puissance 4. Puis vous faites, je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs, mais essayez de faire vous-même. Parce que 3 à la puissance 4, ça donne combien? Voilà. Au moins 1 à la puissance 4, on sait que c'est 1. Voilà, 1 quart. Voilà. Si vous faites 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. 27 fois 3. Oui, c'est ça. Donc, ça vous donne ça. Et voici ce que vous obtenez. Voici donc, c'est juste une somme en fait. Donc, c'est somme en allant de 1 jusqu'à, comment dire, jusqu'à 3. X allant de 1 jusqu'à 3. OK? Ce que ça veut dire. Maintenant, si vous prenez X, vous remplacez X par 1. 1 au cube, ça donne comme 1, non? Vous remplacez maintenant X par 2. 2 au cube, ça fait 8, non? OK? Maintenant, si vous remplacez X par combien? Par 3, non? 3 au cube, je pense que ça fait 27. Donc, parce que et, le 20 qui est là, on vous a dit, je retourne un peu en arrière pour vous montrer. C'est comme si c'était, vous savez même, voilà, somme de A, B, de F de X, dx. C'est ce que ça veut dire. Mais on va revenir sur ça, le fait que c'est une somme là. Vous allez voir. Donc, on peut dire l'intégrale de X au cube par rapport à X de A à 3 est égal à 20, par exemple. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les choses. L'essentiel est que vous compreniez la procédure. Si vous comprenez la procédure, le reste, je ne pense pas que ça soit compliqué. Voilà. Il suffit juste de faire, savoir calculer l'image, l'image d'un réel par une fonction et de savoir faire la soustraction. Donc, si je prends celui-là, donc là, je pense que cette fois-ci, on va aller plus vite. On sait que sinus de x, là, la primitive de sinus de x, c'est moins cosinus plus une constante. Donc, une fois que vous avez la primitive, le reste est gagné. Vous remplacez maintenant ça. OK? Prenez la constante égale à 0 et puis vous partez. Donc, c'est comme si c'est dérivé de cosinus qui donne moins sinus, non? Donc, si vous dérivez moins cosinus, vous allez obtenir sinus. Donc, du coup, c'est primitif de sinus, ça fait moins cosinus. Je pense que ça est même dans le tableau de primitives qu'on a vu. Donc, vous prenez juste entre les bornes 0, pi tiers. Voilà. Donc, ça fait moins cosinus de pi tiers, moins le moins qui est là, c'est le moins de la formule. Hein. OK? Le moins qui est au milieu ici. Entre parenthèses, maintenant, le moins du moins cosinus là, de 0. Et vous trouvez. On passe.
Expo aussi, j'ai déjà dit, hein, intégrale de primitive de expo, c'est expo lui-même. Dérivé de expo, c'est expo lui-même. Donc, ça fait expo plus une constante. Comme on va considérer que la constante est 0, donc on prend juste entre les bornes 1, c'est comme un 1 et moins 1. Ici, par contre, il y a un souci. Le moins 1 là devait être en bas, et puis le 1 devait être en haut. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On peut juste essayer de faire. Je pense que vous avez compris. Et ici, le dernier, c'est quoi? 1 sur x. Donc, quelle fonction vous dérivez pour obtenir 1 sur x? C'est ln de x. Ou bien, dérivée de ln de x, dans la définition de ln de x, on a dit c'est une fonction dont la dérivée donne 1 sur x. Donc, c'est ln de x plus une constante. Donc, on considérera que la constante est nulle, ici. Donc, on obtient facilement en utilisant les bornes. Donc, ça, franchement, on ne va pas perdre trop de temps dessus. Théorème. Donc, on dit soit f, une fonction numérique définie et continue sur un intervalle i. Pour tout réel a, élément de i, la fonction définie sur i par intégrale de a x f de t dt est la primitive de f sur f qui s'annule en a. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs primitives. Ou bien, il y a plusieurs primitives. Maintenant, si vous faites comme ça, tout court, on peut dire que ça là, c'est une primitive de la fonction f qui s'annule en a. Parce que tout simplement, il y a une des bornes qui a été remplacée par x. Vous voyez, a puis x. Au lieu de mettre b ici, là, on a mis x. Est-ce que vous voyez la différence? Avant, c'était des réels. Hein? C'était a et puis b. Mais au lieu de mettre b ici, on a remplacé juste par x. Donc, si vous faites cette intégrale-là, vous allez obtenir grand F, c'est-à-dire intégrale de f de t, là. Grand F, que vous allez mettre, vous calculez image par x, l'image de x par ce grand F là, donc ça va faire grand F de x, ou bien grand F de x moins grand F de a. Mais comme grand F de a, là, a est un réel, grand F de a va donner une constante. Donc ça va tout simplement faire grand F de x moins grand F de a. Si vous calculez, prenez une fonction pareille, grand F de x moins grand F de a là. Si vous prenez telle fonction, calculez l'image de a par cette fonction, mais ça va faire grand F de a moins grand F de a. Ce que je viens de dire là, si vous avez noté, vous allez voir que ça va donner 0. Que ça s'annule à a. OK? Si je prends g maintenant, OK, c'est la même chose que là. Donc, c'est la démonstration on va essayer de faire. Hein, OK? G, ça c'est la fonction f. F de t. Maintenant, g là, on va prendre g comme étant l'intégrale. G est une fonction qui, pour tout x, associe cette intégrale. On va essayer de calculer cette intégrale. Intégrale déjà là, selon la formule, on peut dire que c'est grand F. On cherche la primitive de F. OK? Et puis les bornes, c'est X et puis A. Donc, grand F de X moins grand F de A. Vous êtes d'accord que ça, c'est la définition même des primitives qui nous donne ça. On prend les bornes, puis on cherche la primitive, puis on prend les images des bornes, on fait la soustraction. Ça, c'est la définition même de la primitive qui nous dit ça. Donc, grand F, OK? Maintenant, la borne supérieure, c'est x. Donc, on prend grand F de x moins la borne inférieure, c'est a. Donc, f de a. OK? Maintenant, si je vous demande de calculer ici g de a, g de a, ça veut dire qu'on va remplacer les x ici par a.
et de x ici par a. Donc, ça sera f de a moins f de a. Mais ça donne 0. C'est pour ça qu'on vous dit ici que c'est une primitive qui s'annule en a. L'image de a par cette primitive donne 0. C'est ce que ça veut dire. OK? Propriété relative à l'intégrale, à intervalle d'intégration. Donc, on va prendre f, la fonction petite f, fonction numérique définie et continue sur notre intervalle i. Maintenant, a, b, c sont trois réels, trois éléments de notre intervalle i là. OK? On va essayer de faire des intervalles. Donc, si on prend intégrale de a à a, f de x dx, ça donne 0. Parce que c'est comme si vous n'avez pas bougé. Ça, c'est le premier cas. Hein. C'est comme si vous n'avez pas bougé. Parce que la borne inférieure, c'est A, la borne supérieure, c'est A. Les deux bornes sont pareilles. C'est comme si vous faites grand F de A moins grand F de A. Ça fait 0. Ou bien, maintenant, si on prend, vous voyez ici, B est là, A ici. C'est l'opposé. B, A, A, B. Les deux sont opposés. Donc, au lieu de mettre la borne inférieure ici et la borne supérieure ici, si vous inversez, par exemple, ça fait l'opposé. OK? Intégrale de B à A, c'est moins intégrale de A à B. C'est comme si c'était le sens inverse. D'accord? Donc, les bornes, vous pouvez prendre. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il faut prendre la borne qui est la plus petite que celle-là. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Seulement si vous changez, et ça dépend aussi du sens de variation de la fonction. Si vous changez, ça sera négatif. Ils sont des signes opposés. Maintenant, on vous dit intégrale entre A, B plus B, C. C'est comme si c'était entre A, C. Ok? C'est comme si vous voulez faire la somme entre 0 jusqu'à 20, par exemple. 0 jusqu'à 20. Maintenant, vous décidez de faire de 0 à 10. Après, vous faites de 10 à 20. C'est comme si vous avez coupé l'intervalle de 0 à 20 là, pour faire des intervalles. 0 à 10, 10 à 20. Deux intervalles. De 0 à 10, 10 à 20. OK? Donc, ici, c'est comme si vous avez fait ici le premier morceau et le deuxième morceau. En deux parties. Vous voyez? Parce que ici, on a dit A, B, C là, sont trois éléments de l'intervalle I. Donc, au lieu de prendre, on suppose qu'ici, que les deux éléments, les trois éléments là sont dans cet ordre. Hein. Par exemple, A est plus petit que B, qui est plus petit que C. Donc, au lieu de faire intégral de A à C directement, A à C, vous allez voir que cette propriété-là peut vous aider, ce théorème-là peut vous aider souvent quand vous, dans l'exercice souvent. Donc, en faisant de ça à ça, souvent c'est compliqué. Donc, il faut morceler. On fait de A à B à part, puis on fait maintenant de B à C à part. Tout en disant que le B là est entre le A et puis le C. OK? Exemple, vous allez voir. Donc, si on prend par exemple intégrale de 1 à 4 de ça, valeur absolue de x moins 2, comment trouver
une primitive de cette fonction-là. Donc, nous pouvons, ici, là, diviser l'intégrale, l'intervalle 1 à 4, là, en deux parties. Ou bien, parce que ici, là, c'est valeur absolue. Le problème que valeur absolue de quelque chose, ici, là, ça, vous enlevez sans les symboles de valeur absolue. Voilà ce que ça veut dire. Exprimez ça sans les symboles de valeur absolue. Et vous allez voir que vous allez être obligé de faire ça à des intervalles. Vous n'avez pas le choix. Parce que ça, c'est positif. Si vous faites x moins d supérieur à 0, vous allez voir tout de suite que x doit être supérieur à 2. Donc, du coup, vous avez 2 qui s'imposent. Maintenant, ça, quand c'est supérieur à 0, sa valeur absolue est égale à lui-même. Ça fait x moins 2. Quand c'est inférieur à 0, maintenant, la fonction va changer. Donc, la valeur absolue va être égale à moins x plus d. Donc, inférieur à 0, ça va faire x inférieur à d. Donc, du coup, x inférieur à d, là, c'est comme si c'était entre 1 à d. Donc, il y a d qui va être un milieu ici. Au milieu de entre 1 et 4, là, il y a d. Maintenant, x supérieur à d, là, c'est entre d et 4. Donc, on va diviser ça en deux parties. OK? Donc, et la première partie, là, c'est de 1 à d. Parce qu'il y a d qui sera au milieu ici. Donc, quand x est élément de l'intervalle 1 à d, c'est-à-dire valeur absolue de x moins d là sera moins x plus d normalement. Ou bien, moins x plus d. C'est tout simplement ce qu'on a mis ici. Quand x est élément de 1 à d, vous voyez, si vous faites x moins d inférieur à 0, là, vous allez trouver que x est inférieur à 2. Donc, ça veut dire que x inférieur à 2, c'est de 1 à d dans notre intervalle ici. On ne va pas aller jusqu'à moins l'infini parce qu'on nous a limité ici. On veut ça entre 1 à 4. Voilà. Donc, on va juste couper de 1 à 2. Donc là, la fonction valeur absolue de x moins d, là, ça sera moins x plus d. C'est ça qu'on a mis ici, d moins x, c'est la même chose. Hein. On a juste inversé les choses. Donc, intégrale de ça, là, ça fait quoi? Intégrale de d, ça fait 2x. Intégrale de x, ça fait quoi? Donc, et 1 demi de x au carré. Ou bien, 1 demi de x au carré. C'est les 0,5 là qui est 1 demi, là. X au carré. Donc, ça fait 2x, ok? Moins 1 demi x au carré. C'est ça la primitive qu'on va considérer. À prendre entre, on a dit entre 0 et entre 1 et puis d. Ok? On doit prendre ça entre 1 et puis d. Parce que c'est la première intervalle qu'on a. C'est le premier intervalle qu'on a pris. Donc, ça va faire image de d, ce qui est là. 2 fois d, 4. Moins 0,5 fois d au carré. Donc, 4 fois 0,5, ça fait 2. Ça, c'est image de d. Maintenant, moins image de 1. OK? Donc, 1, 2 fois 1, 2. Moins 0,5 fois 1 au carré, ça fait 0,5. Moins 0,5. Donc, on obtient ça. Ça va faire 2, ici, moins 1,5, je pense. Après, maintenant, on prend maintenant le cas où x moins d là est supérieur à 0. Donc là, ça va nous donner l'intervalle x supérieur à 2. X supérieur à 2, normalement, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est jusqu'à 4. On se limite à 4. Vous voyez? Donc ça, c'est de 2 jusqu'à 4. Donc voilà. Donc, au finish, est-ce que j'ai besoin de développer, parler beaucoup sur ça là, quoi? Parce que quand x moins d est positif,
sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc, vous voyez ici, là, la valeur absolue était d moins x. Là, la valeur absolue, c'est x moins d. Et on cherche intégrale de ça. Intégrale de x, ça fait 1 demi de x au carré. Intégrale de moins d, ça fait moins 2x. Voilà, c'est ce qu'on a mis. Et puis, on met le crochet à prendre entre d et 4. Cette fois-ci. Ici, c'était entre 1 et d. Là, c'est entre d et 4. Maintenant, regardez ici. Prenez ici les a là. C'est comme si les a égale à 1, le b égale à d. Entre d, le c, c'est 4. Donc, on a pris entre 1 et d. Et maintenant, entre d et 4. Du coup, ça va nous donner, en additionnant les deux, on va obtenir pour entre 1 et 4. C'est ce que ça veut dire. Le a, c'est 1. Le c, c'est 4. C'est le b qui est d. Le d qui nous a permis de diviser l'intervalle en d ici. Donc, en additionnant ça, on va obtenir 0,5 plus 2, ça fait 2,5. C'est tout. OK? Entre 1 et 4, là, tout ça, ça fait entre 1 et 2, plus 2 et 4, là. Propriété relative à la fonction intégrée. On va prendre des fonctions, petit f et petit g, des fonctions numériques définies et continues sur un intervalle i. A et B étant deux éléments de notre intervalle i là. Peut-être A et B sont des réels. Premièrement, si on prend la somme des fonctions là, f et puis g, vous voyez, f et puis g, si on veut intégrale de ça, on nous dit que nous pouvons faire intégrale de f à part et puis additionner à intégrale de g à part. Donc, si vous avez des fonctions et puis vous voulez la somme, l'intégrale de la somme de ces deux fonctions, vous pouvez faire l'intégrale de la première fonction à part, faire l'intégrale de la deuxième fonction à part, puis les additionner. Ou bien, si encore on vous donne une fonction qui est un peu compliquée, vous pouvez essayer de manipuler la fonction là et puis arriver à trouver que c'est une somme de deux fonctions. Vous divisez ça en deux, puis vous faites à part. OK? Deuxièmement, on nous dit ici, si vous avez un alpha donné, alpha qui est un réel, donc alpha élément de R, si vous faites alpha fois f, OK, c'est une constante, f de x, dx, vous pouvez faire sortir la constante là facilement. Et puis ça va faire fx dx. Si A est inférieur à B, OK, l'ordre est important ici. A est inférieur à B. Si la fonction f, elle est strictement positive ou égale à 0, positive ou nulle, c'est pas strictement. Si la fonction f est positive, voyez l'ordre ici. Si la fonction f est positive, alors pour tout x qu'on va prendre, qui est entre a et b, intégrale de a à b de f de x dx là, égale à 0, ça signifie que f de x égale à 0. Si l'intégrale, si vous prenez la somme de a à b de f de x dx et que ça donne 0, ça veut dire que la fonction même est nulle. C'est la seule explication. Pour tout x élément de a à b. Propriété relative aux fonctions intégrées toujours. Donc, toujours f et puis g, des fonctions numériques définies et continues sur intervalle i. OK? La quatrième propriété, si on prend a inférieur à b, maintenant f est inférieur ou égal à g. Deux fonctions, hein? OK? Si la fonction f est inférieure à la fonction g, alors l'intégrale de la fonction f est aussi inférieure à l'intégrale de la fonction g. Donc, ça sera dans le même ordre. OK? Si A est inférieur à B, on vous dit que alors, valeur absolue,
J'ai dit, vous prenez tout en valeur absolue de f, de intégrale de f de x dx est inférieur ou égal à intégrale de valeur absolue de f de x dx. Inégalité de la moyenne. La moyenne. On vous dit, on appelle moyenne de la fonction f, la moyenne comme moyenne que vous connaissez là. Donc, on appelle moyenne de la fonction f sur l'intervalle de a à b, c'est réel là. Vous voyez f et puis on met barre. Ça fait 1 sur b moins a, intégrale de a à b, f de x dx. Ça, c'est juste une information qu'on vous donne. On appelle ça moyenne. C'est comme si vous prenez l'intégrale et vous multipliez par ce réel, cette constante-là. C'est-à-dire inverse de a moins b. On appelle ça la moyenne de la fonction f. OK? Donc, il faudra vous rappeler de la formule, de la définition. Inégalité de la moyenne maintenant. Inégalité de la moyenne. Si on prend f qui a un minimum petit m et un maximum grand M sur l'intervalle A à B là. OK? Donc, si on a ça, on peut avoir cette intégrale et cette inégalité-là suivante. On peut dire, puisqu'on sait que M, petit m est le minimum, grand M est un maximum. Maintenant, minimum veut dire que petit m est plus petit que n'importe quel autre élément de f. N'importe quelle autre valeur de f. S'il ici cet élément. Grand M, là, maximum, là, veut dire que grand M est plus grand que n'importe quelle autre valeur de f, si c'est intervalle. OK? Donc, ça veut dire que, automatiquement, cette intégrale-là, f, là, c'est comme si vous encadrez. OK? Ça sera petit m inférieur à f qui est inférieur à grand M. Donc, en considérant ça, vous allez voir tout de suite que vous allez obtenir ça. C'est comme si on a pris et prenez b moins a et puis vous multipliez par ici, vous multipliez par là, vous allez voir, si vous multipliez par ça, qu'est-ce que vous allez avoir? Si vous multipliez, vous allez voir que tout ce que vous allez avoir, c'est 1 ici. B moins A, entre parenthèses. Vous allez avoir 1 ici. B moins A, les B moins A l'avant se simplifie. Donc, on va obtenir juste ça. Donc, on vous dit que si petit m est un minimum et puis grand M est un maximum, c'est juste, vous pouvez avoir cet encadrement-là sans souci. Donc, suivant si on vous dit d'encadrer une primitive et une intégrale donnée, vous pouvez faire ça. Donc, autrement dit, la moyenne est comprise entre le minimum et le maximum, obligatoirement. Vous voyez, non? La moyenne, puisque F, ça c'est la moyenne. C'est ça qui est la moyenne, en fait. En réalité, c'est ça la moyenne. Vous voyez, la moyenne est comprise entre F, est comprise entre petit m et grand M. Si vous multipliez ici par B moins A, et puis vous multipliez ici par B moins A, vous multipliez par B moins A, vous allez voir que vous allez obtenir exactement ce qui est ici, là. Intégration par partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un peu intéressant. Intégration par partie, là, c'est même très intéressant. Si on vous dit ici U et puis V, qui sont deux fonctions définies et continues, dérivables sur un intervalle I. Maintenant, on a U
V prime. Vous vous rappelez quand on avait vu les dérivés? Si vous avez dérivé d'un produit comme ça fait U prime V plus, oui, U prime V, U prime multiplié par V plus V prime multiplié par I. Je suis sûr que vous vous rappelez de ça. Quand on a vu les dérivés. Quand on a vu les dérivés. Finalement, si vous avez ça là, est-ce que ici là, vous pouvez tirer ça? Vous pouvez tirer V prime fois U, non? Ou bien vous pouvez tirer, si vous voulez, U prime fois V. On s'en fout. Mais là, ce qu'on a tiré, c'est cette partie-là. Tirez ça là, vous allez voir. Vous voyez, V prime fois U, c'est la même chose que U prime fois U fois V prime. Ça, c'est égal à ça. Ou bien, on a juste permuté, on a mis le U devant et puis le V prime derrière. Donc ça là, on peut dire que ça fait ce qui est là, moins ça. Donc moins V U prime. OK? On a juste pris ça, puis on a ramené de ce côté. Vous êtes d'accord? Vous allez voir que ça va donner quelque chose de très intéressant. Donc finalement, avec cette égalité-là, nous pouvons avoir ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme si on est venu mettre intégrale ici, intégrale ici, intégrale ici. Si ça égale à ça, nous pouvons dire que intégrale de ça est égal à intégrale de tout ça. Et comme là, c'est une addition, on a vu aussi qu'on peut additionner séparément. Intégrale, une soustraction est une addition, hein, ok? Intégrale de ça. Intégrale de ça, vous voyez, à prendre entre A et B. Donc, UX, V'X, dx. Maintenant, intégrale de UV prime. Mais primitive de UV prime là, c'est UV. Oh ben, ça, c'est comme c'était une primitive qui est là. Si vous voulez, c'est comme c'était une dérivée qui est là. Mais si vous voulez des primitives de ça, il faut juste, ça va donner la fonction I et puis V. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou bien, inversement, si vous voulez dériver de ça, UV, ça fait UV prime. Ou bien, donc ici, on ne va pas trop se casser la tête. On vient juste, on met les crochets pour dire que c'est déjà la primitive. Il y a juste une petite parenthèse qui m'a guetté. Apprendre entre A et B. Le moins, et puis on fait intégrale ici aussi de tout ça. Donc, ça va vous aider souvent dans l'exercice. Par exemple, je vous donne ça. Intégrale de 0 à 1, x expo de x. Vous pouvez utiliser, c'est ça qu'on appelle intégration par partie. Intégration par partie. Ou bien, on vous demande d'intégrer x sinus de x dx. Ou bien, on vous demande d'intégrer 1 de 1 à expo de d de ln de x. C'est l'expo expo de dj et expo au carré. OK? On va voir, mais on va aller un peu vite, comment on peut utiliser ça pour dire que c'est intégration par partie. Donc, ça, c'est la formule de l'intégration par partie là, qui est là. Et en utilisant l'intégration par partie, donc, nous, on peut dire que ça est x, intégrale de x expo de x là, ça fait x expo de x moins intégrale de expo de x. Tout simplement. En utilisant cette formule-là. Ensuite, nous pouvons utiliser la formule d'intégration de expo de x pour obtenir ça.
Mais il faut ici d'abord eh, notre fonction, il faut avoir notre fonction U et notre fonction U et V'. Parce que ici, là, ce qui fait que c'est difficile pour les élèves, souvent, c'est ça. Il faut arriver, en même temps, si vous arrivez à identifier, c'est vraiment très simple. On a besoin de ça, intégrale de ça. Donc, intégrale de ça, c'est ce qui est là. Notre A ici, ça sera 0. Le B, ça sera 1. Maintenant, le U, à vous de choisir. Où est votre U, où est votre V'. OK? Mais d'abord, il faut que ça soit une multiplication. Vous voyez, c'est X que vous avez multiplié par expo de X. OK? Où est votre U? Ici, notre U, on va décider que le U là, c'est X. Et le V prime. Attention, hein, parce qu'on a besoin de U et de V prime. Le U, c'est X. C'est ce qu'on a décidé, hein. Voilà. Et les expo de X là, c'est ça qui est V prime. Donc, égal, on met les égal qui est là, c'est ça qui est là. Maintenant, en crochet là, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir U et puis V. Le I, on l'avait déjà. C'est ça qu'on a choisi comme X. Donc, on met X ici. Maintenant, on avait choisi que expo allait être V'. Si V' est égal à expo, alors, comment avoir V? Mais V aussi sera égal à expo. Parce que expo, la dérivée de expo, c'est SP lui-même. Donc, expo est une primitive de expo. Est-ce que vous comprenez? Comment passer de V' à V là? C'est ça le problème. Parce que ici, le U qu'on a considéré ici, c'est le même qu'on va mettre ici. Les X qui étaient là, c'est le même qu'on a mis ici. Mais le V' qui est là, on doit trouver une primitive de ce V' là pour mettre ici, pour dire que c'est V. Donc, notre V' étant expo de X, une primitive de expo de X, mais c'est expo de X lui-même. Parce que dérivé de expo, ça donne expo. On met le moins qui est là. Voici le moins. OK? Intégrale. Maintenant, ici, il nous faut trouver la primitive de U. Et la dérivée de U. Le V' qu'on a mis, le V qu'on a mis ici, là, le V là, c'est le même V on va remettre ici. Le V ici, c'était expo de X. Donc, lui, on le remet ici, expo de X, tout simplement. Oui, mais il nous faut la dérivée de U. La dérivée de U qui est là, sa dérivée. Notre I, il ne faut pas oublier, c'est celui qui était là. C'est le même qui est là. C'est le U qui est là. Et c'est le même U qui est là. Mais si notre U, c'est X, dérivé de X, ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, c'est comme si c'était 1 ici. Vous voyez que c'est pour ça qu'on n'a rien ici. On n'a rien mis ici. Donc, du coup, on peut décider de faire ça. Bon, si vous voulez, plus une constante. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc, ça va donner x, expo de x moins expo de x plus une constante. Donc, on va considérer que la constante là égale à 0. Et donc, on peut faire le calcul facilement. Parce que pourquoi ici, là, c'est devenu expo tout un coup là? Parce que intégrale de expo, c'est expo. Donc, ça fait expo. Donc, on obtient une primitive comme ça. C'est comme si c'est une primitive. Maintenant, à prendre entre les bornes et 0 et puis 1. Donc, on fait crochet. Ça sera expo. X expo de x moins expo de x. Parce qu'on a pris la constante là égale à 0. Voilà. Donc, il suffit juste d'arriver à trouver. Choisissez d'abord qu'est-ce que U, qu'est-ce que V. Après, vous trouvez le U' et vous trouvez
le V. OK? Donc, dans ça, on va faire la même chose ici. X, sinus de X. Il faut choisir, à vous de choisir. On a besoin de savoir, d'avoir qui est U, puis qui est V'. Si vous avez choisi quelque chose comme U, apprêtez-vous à trouver sa dérivée après. Si vous avez choisi quelque chose comme V', apprêtez-vous à trouver sa primitive V là après. On aura besoin de sa primitive ici et ici. Donc, quand vous regardez X, là, sinus de X là, les dérivés, est-ce que vous trouvez dérivés, vous pouvez trouver dérivés de X facilement? Je pense que oui. Est-ce que vous pouvez trouver dérivés de sinus aussi facilement? Je pense que oui. Donc, vous pouvez décider que soit le U là, c'est X, soit le U, c'est sinus de X. C'est votre choix. Maintenant, si vous doutez sur votre capacité de trouver, comment on appelle, la primitive de sinus de X, si vous n'êtes pas sûr que sinus de X, là, la primitive, c'est quoi? C'est moins cosinus, mais c'est quoi? Mais vous connaissez sa dérivée quand même. Donc, vous pouvez dire que votre U, là, c'est sinus. Maintenant, votre V', c'est X. Vous n'êtes pas obligé. Parce que X sinus de X, là, c'est la même chose que sinus de X fois X. Donc, il faut choisir c'est qui est U et qui est V'. Si vous avez choisi quelque chose comme U, apprêtez-vous à trouver son U', sa dérivée. Si vous avez choisi quelque chose ici comme étant V', apprêtez-vous à trouver une de ses primitives, c'est-à-dire le V. Voilà. Donc ici, nous, on va considérer le U là comme étant X. Voilà. Comme on a tout pris I comme c'est X qui est U, donc on va tout de suite aller chercher sa dérivée parce qu'on aura besoin de ça. Donc, U', ça va faire 1. Maintenant, on a considéré sinus de X là comme étant le V'. Donc, on est obligé d'aller chercher une primitive. Donc, si V' égale à sinus de X, donc V, oui, ça c'est prime. Ça c'est V tout court. V, c'est-à-dire la primitive, une primitive de V', ça va faire moins cosinus de X. Donc, une fois que vous avez ça là, vous pouvez maintenant fermer les yeux et puis vous remplacer seulement chacun par sa valeur, tout en retenant que le U là, c'était le X, ok? Et le V', c'était le sinus là. Donc, vous remplacez juste par ça, par ce qui est là. Et puis, vous allez voir. Vous voyez, le U, je prends mon U. Il ne faut pas oublier que mon U, c'est X. Je mets X ici. Le V, j'ai calculé le V, ça fait moins cosinus. Donc, c'est pour ça ici, j'ai moins X cosinus de X. Le moins là, c'est le moins cosinus qui est là, qui a amené le moins. Puis, je mets plus. Je mets plus. Et c'est moins qui est là, hein. Ok, je mets moins. Normalement, c'est moins. Mais vous allez voir pourquoi c'est devenu plus. Le V, mon V, c'est quoi? C'est ce V là. Vous voyez? C'est le moins de cosinus là qui a amené un autre moins. Et puis le moins qui est là est devenu plus. C'est comme si c'était moins cosinus. Le moins du cosinus est sorti, trouver l'autre moins là, et puis c'est devenu plus. OK? Cosinus. Le U'. U', c'est 1. Donc je remplace. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas intégration par partie là, ça les embrouille. Pourtant, c'est quelque chose de très simple. Donc voici ce que vous avez. Donc, ici là, il faut maintenant aller trouver, c'est-à-dire primitive du cosinus. Parce que là, c'est une intégrale qu'on a là, hein. Donc, quelle est la primitive du cosinus? OK? Et vous êtes sauvé. Donc,
J'espère que ici, là, vous avez compris. Hein. OK? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, j'espère. Il faut juste trouver la primitive de cosinus. Et puis après, vous faites plus une constante. La constante, là, vous considérez que c'est égal à 0. OK? Si vous faites ça, là, vous pouvez dire que l'intégrale de ça, là, est égal à primitive de cosinus. C'est quoi qui est dérivé et puis ça donne cosinus? Qu'est-ce que vous dérivez et puis vous avez cosinus. Si vous dérivez cosinus, vous avez sinus, non? Ouais. Et si vous, si vous dérivez sinus, vous avez moins cosinus. Donc, c'est comme si ici, euh, vous cherchez la primitive de cosinus avant de mettre ça entre crochets. OK? De toutes les façons, je pense que tout est déjà dit ici. Là, ça devient simple. Et on part maintenant à quoi? Ln. C'est la même chose, hein? Ici, là, euh, pour trouver la primitive, c'est comme si ici, là, c'était euh, comme s'il n'y a rien. Comme il n'y a rien, on va dire que c'est 1. Donc, on va considérer le U, là, étant égal à ln de x. Donc, dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. Maintenant, les 1 qui est égal à v'. Donc, du coup, v, c'est-à-dire primitive de 1, ça va faire x. Et vous remplacez encore. Voilà, donc ça va faire ici u, v. U, c'est ça, ln. Le v, c'est quoi? C'est x. Donc, ça fait x ln de x. Moins le moins qui est là. Maintenant, vous avez besoin de v, u'. V est là, u' est là. Donc, ça fait x sur x. Et x fois 1 sur x. C'est comme si c'était x sur x. Donc, ça va faire 1. Donc là, il faut trouver intégrale de 1. Primitive de 1, ça fait quoi? C'est x, non? Voilà. Donc, ça devient comme ça. X, vous voyez que tout est parti ici parce que c'est 1. X ln de x moins intégrale de 1. Voilà. On passe à la deuxième partie. J'espère que l'intégration par partie, là, c'est compris. Je n'ai pas terminé les exemples. Je vous ai juste mis sur la bonne route. Puis le reste, vous pouvez faire. Donc, R d'une surface plane. Vous allez voir comment on peut utiliser intégrale pour calculer l'air. L'air d'une surface, une surface qui est un peu, qui n'est pas, par exemple, si on vous dit de calculer surface d'un carré, c'est simple. Vous avez les côtés, vous pouvez calculer surface. Surface, ou bien R d'un cercle. Si vous avez les rayons, vous pouvez calculer. OK? Puis R carré. Si vous avez les, les figures géométriques IGL, là, vous pouvez calculer les surfaces, les aires de ces surfaces-là facilement. Mais quand vous avez une surface qui est un peu d'une forme un peu compliquée, c'est là que vous trouvez l'air là, ça devient compliqué. Donc, on va montrer ici en utilisant les intégrales comment calculer l'aire d'une surface donnée. Donc, on considère le plan muni d'un repère orthonormé, orthonormal ou IG, unité de longueur étant choisie sur chaque axe. Les points de coordonnées 0, 0, 1, 0, 0, 1 sont les sommets d'un rectangle de dimension I, J. Okay? Ce rectangle A pour R, I fois J. Okay? C'est unitaire, vecteur unitaire. Donc ça, c'est ce que je disais là. Quand vous avez un rectangle, c'est facile d'avoir l'aire de ce rectangle. Cette aire sera appelée l'aire unitaire.
Donc, l'aire unitaire, là, c'est pour dire juste c'est les choses. Les pas unitaires, c'est l'axe X, multiplié par les pas unitaires, parce que ça, c'est des normes, hein, multiplié par les pas unitaires sur l'axe Y. OK? L'aire unitaire, là, c'est très important. On va même avoir une notation pour ça. Parce qu'à chaque fois, il faudra multiplier par l'aire unitaire. Si vous oubliez ça, c'est pas bon. Donc, soit f, on prend une fonction f qui a une courbe. OK? Fonction f continue sur un intervalle i. A et B, des éléments de i avec a inférieur à b. C là est la courbe représentative de la fonction f là, dans le plan mini d'un repère OIG. On désigne par D le domaine plan ou surface plane limité par la courbe C, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale à a, x égale à b. On dit l'aire du domaine D là est égale à ça. Intégrale des valeurs absolues de f de x dx de a à b. Et puis ça s'exprime en unité d'air. L'unité d'air là, c'est ce qu'on a vu précédemment. Les normes de U multipliées par norme de B, norme de J là. C'est comme si on vous donnait ça. Ce qu'on vient de dire, c'est tout ça là. Ça s'explique ici. Si vous voyez ici la courbe, voici la courbe de notre fonction. OK? Voici la courbe de notre fonction. Maintenant, nous voulons cette R là, plus cette R, plus ça, plus ça. Comment nous pouvons avoir ça? Vous voyez ici, c'est pas carré, c'est pas rectangle. Il n'y a pas une forme bien précise. Pas une forme figure usuelle ici. OK? Donc, nous, on voit que ici, il y a cette fonction-là. L'axe des abscisses. OK? Et la courbe qui se coupe et se recoupe plusieurs fois. OK? Donc, on va utiliser ça. Quelle est l'équation de l'axe des abscisses? C'est comme c'était y égale à 0. Maintenant, quelle est l'équation de cette courbe-là? C'est comme c'était y égale à f de x. Donc, en réalité, ce qu'on a fait, on a fait juste intégrale de f de x là, c'est-à-dire y égale à y de la courbe là, y égale à f de x, moins de y égale à 0. Et puis, on a coupé parce qu'on a précisé, nous voulons l'aire qui est compris entre cette courbe-là, cette droite-là, x égale à a, et puis ici, x égale à b. C'est écrit ici, hein, x égale à a, x égale à b. Donc, on vous dit que pour avoir cette aire-là, il suffit de faire juste intégrale à prendre entre a, le a qui est là, la limite inférieure et la limite supérieure, qui est ici, et faire l'intégrale, la valeur absolue de la fonction dx. Pourquoi c'est valeur absolue? Parce que ça doit être positif. Vous ne pouvez pas avoir une R qui est négative. Ce n'est pas possible. Et ça s'exprime en unité d'air. Unité d'air, là, je vais retourner en arrière pour vous montrer. On a défini ça ici. Ça. L'aire unitaire, c'est ça. C'est-à-dire les vecteurs unitaires sur l'axe des abscisses multipliés par les vecteurs unitaires sur l'axe des ordonnées. Les normes, hein, norme du vecteur unitaire sur l'axe des abscisses multipliées par norme du vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est ça qui va donner. C'est comme si il y a l'axe des abscisses ici, l'axe des ordonnées ici. Le U, norme du vecteur I multiplié par norme du vecteur J. C'est ça qui est unité d'L. On va noter ça UA. Donc, le premier cas, vous allez voir que valeur absolue là,
Ça dépend des signes aussi, quoi. Valeur absolue, si f de x est supérieur ou égal à 0, pour tout x élément entre A et puis B, entre les bornes considérées, entre les limites considérées. Si c'est supérieur à 0, alors sa valeur absolue est égale à lui-même. Ou bien, donc on n'aura pas besoin de valeurs absolues. Donc on peut, au lieu de faire valeur absolue, intégrale des valeurs absolues de f de x, dx, on va juste dire que c'est juste intégrale de f de x. Parce que la valeur absolue, comme f est positif, comme la fonction f est positive, sa valeur absolue est égale à lui-même. Par contre, si f est négatif, si la fonction f est négative, on va juste introduire un moins. Donc, vous voyez un moins ici. Voilà. Tout ça parce que l'air ne doit pas être négatif. Ça ne peut pas prendre une valeur négative. C'est ce que ça veut dire. OK? Vous allez voir que ça, c'est un cas particulier. Il y aura tout de suite un cas général qui va généraliser le tout. OK? Si maintenant, on prend f, donc voici ce que je disais. F est une fonction. G est une fonction. Ces deux fonctions numériques-là qui sont définies et continues sur le même intervalle I. Maintenant, on va prendre A et B là, des éléments de cet intervalle A, de cet intervalle I là, tel que A est inférieur à B. CF, c'est la courbe de F. CG, c'est la courbe de G. Okay? Ce sont les courbes représentatives des respectives des fonctions F et puis G dans les plans, dans les repères O, I, J. L'air exprimé en unité d'air, il faut jamais oublier unité d'air. Vous pouvez noter ça U petit a. L'air exprimé en unité d'air de la partie du plan délimitée par la courbe de F, c'est-à-dire chez F, la courbe de G, c'est-à-dire chez Z, et les droits d'équation x égale à A, x égale à P, est donné par cette formule. Là, maintenant, vous voyez, c'est comme ce qui précède là, sauf qu'il y avait F seulement. En réalité, c'est que G là était Y égale à 0. G était 0 en ce moment, parce que G était l'axe des abscisses. Y égale à 0, l'équation de l'axe des abscisses. Donc, voici deux courbes. Voici la courbe de F. Voici la courbe de G. Donc, ce que nous voulons, c'est l'air entre les deux courbes-là. Est-ce que vous voyez? C'est l'air entre les deux courbes. Entre, délimité par cette partie et cette partie. OK? Donc, ici, si vous voulez, vous pouvez juste faire découper ça en deux intervalles. On a déjà vu ça aussi dans les exemples. Au lieu de faire de A à C, vous pouvez dire que c'est A, B là, plus B, C. Ça aussi, ça marche. C'est-à-dire cette R là, plus cette R. Ça marche aussi. C'est-à-dire cette surface plus cette surface. Mais, si vous voulez la surface entre l'air entre les deux courbes, vous voyez, c'est ce qu'il faut utiliser. La courbe de F, moins, si vous voulez aussi, vous faites la courbe de G, F de G, moins, si vous voulez, Gx, pardon, moins F de X, en valeur absolue. De toutes les façons, les valeurs absolues sont là pour annuler tout ce qu'il y a de négatif, pour que l'air là soit positive. Est-ce que vous voyez? Donc, je disais qu'avant là, c'était la même chose qu'on avait utilisé, sauf que à la place de G, c'était 0. Pourquoi c'était 0? Parce que G là était cette droite, l'axe des abscisses. Je retourne un peu pour vous montrer. C'était l'axe des abscisses. Est-ce que vous voyez? Et l'équation de l'axe des abscisses, la fonction, l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale à 0. Donc là, au lieu de faire f moins g, le g étant 0, ça fait f moins 0. Donc on n'a pas besoin de mettre
C'est pour cela que si c'est l'axe des abscisses, c'est simple. Mais là, c'est entre deux fonctions. OK? Autrement dit aussi, si vous voulez, l'air entre, par exemple, entre la courbe de G et puis l'axe des abscisses, OK? Ça va être ça, cet espace-là, plus peut-être cet espace. Là, en ce moment, vous allez faire G moins 0. Donc, valeur absolue de G tout court à prendre entre A et puis B. Entre A et puis C. OK? Donc, ici, comme je le disais, au lieu de faire entre A et puis B, valeur absolue de f de x moins g de x, dx là, vous pouvez décider de couper, faire entre A, B, plus B, puis C. Vous additionnez en deux intervalles, vous voyez? Donc A, c'est là. Donc, G moins F entre A et C. Et plus entre C et puis B. Donc là, je pense qu'il y a juste un petit problème. OK? Il y a juste un petit problème ici. Parce que les bornes là, ça devait être ici et B ici et puis C là. OK? Donc ça devait être la AB. OK? Donc on devait avoir A ici et puis B ici. Donc là, on prend G moins F. Pourquoi? Parce que entre A et puis B, entre A et puis B, c'est la courbe de G qui est au-dessus de la courbe de F. Autrement dit, G est supérieur à F entre les deux, entre A et puis B. Je répète, hein, là, ça devait être B ici. A et puis B. C'est pas C ici. Soit c'est ça, soit on juste, comment dire, on met A, B doit être ici et puis C doit être là. Je pense que c'est ça. On va arranger ça en même temps. Je pense que c'est mieux. Il y a A ici et puis B là. OK? Donc C est au milieu ici. Donc pour cela, je suis d'accord. Là maintenant, on est d'accord. OK? Donc entre A et puis C, du coup, ça va maintenant. Entre A et puis C. Donc A, comme C est au milieu, entre A et B là, on peut diviser ça en deux intervalles pour dire que c'est entre A et puis C et puis B. OK? Donc c'est ça qu'on a fait ici. A, C d'un côté et C et B de l'autre côté. Pourquoi on a fait ça? Parce que on veut se débarrasser des valeurs absolues là. On veut se débarrasser des valeurs absolues parce que faut que ça soit positif. Donc entre A et puis C, de là à là, C est là. La courbe qui est au-dessus, c'est la courbe de G. Donc G est supérieur à F. Donc on va juste faire G moins F, puis on se débarrasse des valeurs absolues. Plus, maintenant entre C et B là, vous voyez que c'est la courbe de F qui est au-dessus de la courbe de G. Donc F est supérieur. Donc on va faire F moins G, tout simplement. C'est comme quand on parle de position relative d'une droite avec une courbe. Je pense que même dans la vidéo précédente, on a parlé de ça. Quand on a fait étude d'une fonction, exemple d'une fonction. OK? Donc, si vous faites la fonction moins l'équation de la droite, OK? Si, dépendant le signe du produit, si c'est positif, c'est que f est au-dessus. Si c'est négatif, c'est que f est en dessous de la droite. Donc, voici la formule générale pour calculer les airs, OK? Avec des formes compliquées comme ça. OK, on continue. Donc, ici, un exemple. Calculer l'aire du domaine limité par la courbe F, l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale à 1, x égale à 3. Faire une figure. C'est vraiment simple. Notre F là, c'est ça, non? OK? Donc, il faut tout de suite trouver l'intégrale. L'intégrale à prendre entre 1 et puis y. Mais comme ici, c'est le domaine entre la courbe et l'axe des abscisses,
Donc, on va faire f moins 0. Donc, ça devient tout simplement dire f en valeur absolue. OK? En valeur absolue. Donc, et ça sera juste f comme ça, qui est 1 sur x. Maintenant, les domaines, c'est 1 à 3. La limite, c'est 1 à 3. Donc, on va faire intégrale. C'est quoi, dérivé de quoi qui donne 1 sur x? Vous connaissez la fonction ln, non? Je pense. Donc, l'air là, ça va faire juste ça. Normalement, on doit mettre valeur absolue, hein. Mais nous, on voit que ça, c'est, comment on appelle? Tant que x est positif, ça sera positif aussi. Entre 1 à 3, ça c'est positif. OK? Donc, ça c'est ln de x à prendre entre 1 à 3. Donc, ça fait ln de 3 moins ln de 1. OK? Donc, puisque ln de 1, c'est 0, donc ça va faire ln de 3. Les unités, il ne faut jamais oublier UA. Unité d'air. Il ne faut jamais oublier les unités. Donc, voici un exemple très simple. Donc, ainsi, l'aire de la région limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1, x égale à 3, est ln de 3 UA, environ 1, quelque chose, 0,99 UA. OK, on va passer maintenant au volume. Pour l'air, c'est déjà fini. On va passer au volume. Donc, on va considérer encore un repère. Maintenant, OIJK, parce que maintenant, c'est 3 dimensions. OK? Si on prend la fonction f, une fonction qui est numérique définie et continue sur un intervalle fermé de A à C à B, C est la courbe de notre fonction. OK? Considère le solide engendré par la courbe de f, CF là. C'est comme si la courbe va faire une rotation, une révolution autour de l'axe des abscisses. OK? Pour tout réel x élément de A, B, on va désigner par SX l'aire du disque du rayon RX, intersection du solide avec les plans perpendiculaires à l'axe des abscisses au point H des abscisses. C'est ça on appelle disque là. L'aire du disque, c'est comme si vous coupez. Nous admettons que le volume du solide engendré par la courbe C dans sa révolution autour de l'axe des abscisses, lorsque x varie de A à B, est donné par cette formule. Quand on dit révolution, par exemple, voici y égale à 2x, par exemple. Voici la fonction. Donc, vous imaginez ça qui tourne autour de l'axe des abscisses. Mais ça va faire comme un volume comme ça. Ça tourne autour de ça. Là, c'est compliqué parce qu'il faudra voir en 3 dimensions. Okay? Donc, c'est comme si vous faites l'intégrale de la surface de l'air. La surface, là, intégrale de la surface, dx. C'est ça qui donne le volume. Donc, on dit que c'est égal à pi multiplié par intégrale de A à B, f de x au carré, cette fois-ci. Parce que surface, c'est comme si c'était dimension multipliée par une autre dimension. Donc, au carré. Donc, au lieu de prendre f tout court, comme précédemment, on va juste prendre f au carré. Pour la surface, on a juste mis intégrale de f. Parce que ça devait être moins g, mais g est 0. Si c'est autour de l'axe des abscisses, le g est 0. Voici un exemple. Vous appliquez juste d de x, c'est la courbe qui est là, hein. Donc, à prendre entre x égale à 0 et puis x égale à 3. X égale à 0 est là, x égale à 3 est là. Donc, ça va faire la surface sera égale à quoi? Intégrale de 2x carré dx, ça fait 9 UA.
Ça, c'est la surface. OK? Intégrale de dx, c'est comme si c'était x au carré. X au carré, ça fait 2x, non? Si vous dérivez x au carré, ça fait 2x, vrai ou faux? Donc, primitive de 2x, ça fait x au carré. Maintenant, x au carré à prendre entre 0 et 3, vous allez voir que ça fait x. Si vous remplacez le x par 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Moins 0 au carré, ça fait 0, donc ça fait 9 tout simplement. Ça, c'est la surface. OK? Donc, on considère les solides engendrés par la rotation de F autour de l'axe des abscisses. Ces solides-là sera un cône de hauteur 3. Vous voyez, 3 de 0 à 3. C'est cette hauteur-là. C'est ce cône-là. Des rayons de base égale à 6. Parce que on aura ici, quand x égale à 3, 2x fois 3, ça fait 6. Ce qui fait que les rayons, cette distance-là, ça va faire 6. Donc le volume là, même en troisième, vous connaissez le volume du cône. Mais ici, on va utiliser juste notre formule. Ça fait pi intégrale de 0 à 3 de f au carré dx. Je retourne un peu pour vous montrer la formule. C'est cette formule-là qu'on a appliquée. Vous voyez les f, on prend les f au carré, puis on fait l'intégrale. Mais on n'oublie pas de multiplier par pi. Donc voici ce qu'on a. Ok? Pi intégrale de 0 à 3 de 2x au carré dx. Donc, ça va faire 36 pi UV. Cette fois-ci, ce n'est pas UA, mais c'est UV, c'est-à-dire unité de volume. Ce n'est pas unité R, mais c'est unité volume. Voilà. Donc, unité de volume, là, ça va faire comme si c'est norme du vecteur unitaire U, I, multiplié par norme du vecteur unitaire J, multiplié par norme du vecteur unitaire K. Pour avoir le volume unitaire. Là. OK? Voilà. Donc, ça, là, si vous voulez, vous pouvez développer ça. Ça va faire 4x à la puissance 2. 4x carré. Donc, 4x carré, là. Et primitive de ça. Si vous faites, c'est comme si c'était 4 fois 1 tiers de x au cube. Donc, c'est 4 tiers x au cube. Donc, x au cube, là, si vous remplacez, calculez image de 3 par x au cube, ça fait comme c'était 27. Donc, 27 fois 4 divisé par 3. C'est comme c'était 9 fois 4. Ça fait 36 pi. Ce que je viens de dire là, si vous avez écrit, vous allez voir que ça donne ça. Bon, je pense que c'est fini. Hein. Donc, je pense que ça, c'est la première partie du chapitre. La deuxième partie sera donc sur, comment on appelle, les équations différentielles. Voilà. Intégration là, c'est fini. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.